Très bien. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux pour ce premier webcafé de l'année 2022. À cette occasion, avec le cabinet Cecal, nous vous souhaitons une excellente année avec de nombreuses choses positives, sauf les tests, bien entendu. Alors, on va présenter cette loi de finances immédiatement avec des qui regroupe, en fait, c'est une loi de finances qui regroupe un ensemble de mesures fiscales très diverses et assez techniques, avec, on va le voir, beaucoup de transpositions de directives européennes pour des mises en conformité dans le texte du droit français, avec des prorogations de régimes fiscaux particuliers, et puis ce qu'on appelle aussi des toilettages de textes. Donc les mesures de la loi de finances pour 2022 s'appliquent à l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Pour toutes les mesures qui ont trait à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2021, ça sera pour l'exercice 2021 et les années suivantes. Et les autres mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2022. On parlera très peu de la loi de finances pour la sécurité sociale. Il y aura un slide dessus parce qu'il a un impact sur les résultats fiscaux. Aujourd'hui, on a voulu se concentrer, se focaliser uniquement sur les mesures fiscales qui sont les plus importantes dans cette loi de finances. On reviendra sans doute par la suite, au courant du mois de février ou de mars, sur des textes qui, à mon avis, seront très importants, notamment pour les indépendants. Très bien. Écoutez, on avance. Donc, on va commencer avec le sujet relatif aux actualités fiscales qui sont issues de la loi de finances pour 2022, avec un slide que j'avais déjà présenté l'année précédente pour dire simplement que le taux d'IS de droit commun pour les entreprises de moins de 250 millions d'euros est ramené à 26,50% pour 2021 et 27,50% pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Et donc, à partir de 2022, pour les exercices qui seront clos au 31 décembre 2022, donc ce n'est pas encore maintenant, on arrivera enfin à la fin du parcours de cette trajectoire de baisse du taux d'IS qui a été initiée par la loi de finances pour 2018. On rappelle aussi que le taux réduit de 15% est toujours existant pour les bénéfices jusqu'à 38 120 euros, destinés en faveur des PME qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, puisque avant on avait 7,63 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça a été augmenté l'an dernier, souvenez-vous-en, par la loi de finances pour 2021. Donc on est maintenant jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour rappel. Voilà, donc pour ce sujet. Ensuite, un autre sujet, c'est le carry-back. Donc, qu'est-ce que c'est le carry-back? C'est le report en arrière des déficits. Donc, il y a une petite modification dans le bénéfice d'imputation sur lequel je vais revenir, mais ça nous permet quand même de rappeler à quoi correspond ce dispositif. Donc, lorsque vous faites un déficit, vous pouvez le reporter en arrière. Et donc, il va générer une créance envers l'État qui pourrait être imputée sur les exercices clos au cours des 5 années suivantes. Et si ce n'est pas le cas, il pourra être remboursé, vous êtes remboursé à partir du 1er janvier 2026, c'est-à-dire 5 ans plus tard. La modification que la loi de finances apporte se situe au niveau du bénéfice d'imputation. Alors, le bénéfice d'imputation est minoré des distributions prélevées sur ces bénéfices, ça on le savait. Il est aussi minoré de tout impôt qui aurait été payé au moyen de crédit d'impôt. Et ce qui a été rajouté à travers la loi de finances, c'est les réductions d'impôt. Donc ça veut dire que pour calculer le bénéfice d'imputation, déjà il faut qu'il soit limité à 1 million d'euros pour le reporter en arrière. Et le bénéfice d'imputation, on doit exclure les distributions qui ont été prélevées sur ces bénéfices et la part du bénéfice qui a été exonérée par le biais et payée par le biais de crédit d'impôt et de réduction d'impôt. Donc cette modification s'applique au report en arrière des déficits qui ont été constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Alors rappelons bien sûr qu'on peut encore reporter un déficit en avant, et ceci sans limitation de montant et de durée aussi. Voilà. C'est une faculté qui est possible et qui est à voir selon
les attentes et la présentation des comptes au 31 décembre 2021. Autre sujet, c'est le crédit d'impôt innovation. Alors, ça fait bientôt... Alors, là aussi, il y a une mise en conformité qui a été faite sur ce crédit d'impôt innovation dans cette loi de finances. Donc, c'est pour le rendre conforme au dispositif européen que la loi de finances a modifié le calcul du crédit d'impôt innovation. Alors, ça nous permet de faire aussi un rappel sur le crédit d'impôt innovation qui existe depuis bientôt 10 ans avec la loi de finances de 2013 et qui a été mise en place par le législateur pour ne pas perdre totalement la non-éligibilité des entreprises qui faisaient des dépenses et qui croyaient qu'elles étaient éligibles au crédit d'impôt recherche quand elles ont fait de l'innovation. Et ce n'était pas de la recherche et du développement, c'était plutôt de l'innovation. Ça ne rentrait pas dans le crédit d'impôt recherche et donc il a été créé un crédit d'impôt innovation. Et donc ces dépenses d'innovation sont exposées par les PME au sens européen. Donc les PME au sens européen, je rappelle les seuils, ce sont les entreprises qui font un chiffre d'affaires maximum de 50 millions d'euros et qui ont un total de bilan de 43 millions d'euros et qui ont ou des salariés inférieurs à 250 salariés. Alors, au titre de la réalisation d'opérations de conception de prototypes et de nouveaux produits, vous pouvez avoir des dépenses éligibles qui peuvent rentrer dans le crédit d'impôt. Alors, ces dépenses éligibles, il y en a un certain nombre. Il y a les dépenses de personnel, les frais de fonctionnement, les frais de prise de brevet, etc. Et elles étaient multipliées par un taux de droit commun qui était de 20%. Et ça donnait alors un crédit d'impôt innovation qui était plafonné forcément à 80 000 euros, puisque vous faisiez 400 000 fois 20%. Et ça faisait 80 000 euros éventuellement de crédit d'impôt. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le droit européen? C'est au niveau des frais de fonctionnement, puisque ces frais de fonctionnement sont estimés de manière forfaitaire. Et donc, oui, elles étaient fixées en fait en faisant 43% des dépenses de personnel, plus 75% des dépenses, des dotations aux amortissements relatives aux immobilisations qui étaient affectées aux activités de recherche. Et donc, ce côté forfaitaire n'est plus en conformité avec les textes européens, et donc il a été purement et simplement supprimé pour qu'il reste en conformité avec le droit européen. Et en contrepartie, le taux de droit commun du crédit d'impôt sera porté non plus à 20% comme avant, mais il sera porté à 30%. Alors attention, ce taux-là sera applicable à partir du 1er janvier 2023, donc dans un an. Et la loi de finances en a profité aussi pour proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2024. Comme je vous le disais, cette loi de finances proroge des dispositifs fiscaux, fait du toilettage et met beaucoup de choses en conformité par rapport au droit européen. On va le voir tout au long de cette demi-heure. Voilà pour le crédit d'impôt innovation. Ensuite, un autre crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt à la formation des dirigeants. Donc, on sait tous qu'on a ça permet aussi de faire un rappel pour ceux qui ne le savent pas. Les dirigeants qui s'exposent à des heures de formation peuvent obtenir un petit crédit d'impôt qui est basé sur le SMIC horaire, donc 10,48 € fois 40 €, ça fait environ 419 €. Et il a été doublé pour l'année 2022. Et donc, ce n'est pas le nombre d'heures qui a été doublé, c'est la formule de calcul. Donc, si vous avez 40 heures de formation ou moins, ou 10 heures, peu importe, n'hésitez pas à nous le préciser pour que nous puissions en fait vous calculer ce fameux crédit d'impôt qui passera alors en 2022 à un taux de à un maximum de 838 €. A priori, ce dispositif devrait s'arrêter au 31 décembre parce qu'il n'a pas encore été prorogé et il concerne tous les dirigeants qui sont dans les TPE, c'est-à-dire celles qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total bilan et qui ont un effectif inférieur à 10 salariés. Alors, l'entrée en vigueur se passera à partir du 1er janvier 2022. Voilà pour ce crédit d'impôt formation. Ensuite, l'amortissement des fonds commerciaux. Donc là, c'est déjà assez technique, donc je vais essayer d'y aller assez clairement. Alors, on avait en 2015 la possibilité d'amortir comptablement le fonds commercial suite à une transposition en droit interne de la directive européenne. Et donc, qu'est-ce que c'est le fonds commercial? Le fonds commercial, c'est la composante du fonds de commerce qui regroupe les éléments incorporels. Donc, par différence arithmétique entre le prix
d'achat du fonds de commerce et la valeur des éléments corporels, vous aviez une différence, c'était le fonds commercial. Ce fonds commercial, en fait, ça représente quoi? Ça représente la zone de chalandise, la clientèle, les parts de marché, l'enseigne, le non commercial, etc. Alors, quel est le principe au niveau comptable? C'est que si le fonds commercial a une durée d'utilisation illimitée, il n'a pas vocation à perdre de la valeur de façon irrémédiable et donc il n'est pas amortissable. Mais par contre, il est toujours possible de constituer une provision pour dépréciation qui, elle, d'ailleurs, est déductible en faisant chaque année un test de dépréciation. Alors, il y a une exception dans ce dispositif, c'est que parfois, il y a des fonds commerciaux qui peuvent avoir une durée limitée d'exploitation. On peut penser par exemple à l'exploitation d'une gravière qui a été concédée. Donc, on a par exemple la possibilité de l'exploiter pendant 20 ans, par exemple. Et donc, quand on sait qu'on a acheté ce fonds commercial qu'on peut exploiter 20 ans, on peut l'amortir sur 20 ans. Et si on ne peut pas le définir de façon prévisible, on peut l'amortir sur 10 ans. Alors, beaucoup d'entreprises n'ont pas, depuis 2015, pratiqué d'amortissement sur les fonds commerciaux, puisque on ne savait jamais, la question était de savoir si cet amortissement était déductible ou non. Et donc, en fin de compte, on a eu une décision du Conseil d'État suite à une jurisprudence en 2021 qui a indiqué que, clairement, l'amortissement du fonds commercial n'était pas déductible fiscalement. D'où le peu d'intérêt peut-être pour cette pratique qui n'a jamais été faite, ou pas très souvent. Et puis finalement, la dépréciation, elle, était déductible, et donc c'était peut-être plus intéressant de le faire. Alors les petites entreprises peuvent opter pour un amortissement comptable sur 10 ans par simplification et sans justifier de la durée réelle du fonds de commerce. Donc les petites entreprises, ce sont celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 12 millions d'euros, un total bilan inférieur à 6 millions et un effectif inférieur à 50 salariés. Et donc, on a la possibilité d'amortir ces règles, d'amortir les fonds commerciaux qui ont été achetés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la loi de finances? Dans l'article 39 du Code général des impôts, on a réaffirmé le principe de non-déductibilité fiscale de l'amortissement. Cependant, pour favoriser la reprise, le rachat et le maintien d'activité, on a autorisé de manière dérogatoire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 la possibilité de déduire fiscalement du résultat imposable l'amortissement du fonds commercial, si on respecte les conditions qui ont été indiquées juste avant. Et donc, ces mesures s'appliquent aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou relevant des BIC au régime réel, si elles sont tenues au respect du plan comptable général, parce que bien sûr, pour qu'un fonds commercial, un amortissement soit déductible fiscalement, il faut bien entendu qu'il ait été au préalable comptabilisé en tant qu'amortissement. Cette mesure ne s'applique pas aux artisans ni aux entreprises relevant des BNC, donc les professions libérales. Et bien sûr, il y a aussi un dispositif anti-abus qui a été mis en place par l'administration fiscale pour éviter que vous fassiez à la fois de la dépréciation et de l'amortissement du fonds commercial, ce qui reviendrait à déduire deux fois, à faire deux déductions du revenu imposable pour la valeur du fonds commercial. Bien sûr, quand vous faites l'amortissement, vous n'avez pas besoin de faire un test de dépréciation. C'est une exception au principe, en fait. Voilà. Donc, sachez qu'aujourd'hui, les amortissements, les fonds commerciaux que vous pouvez acquérir entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 dans les petites entreprises peuvent éventuellement faire l'objet d'un amortissement, ce qui peut amener à faire des réflexions intéressantes peut-être quand vous rachetez ou quand vous avez l'intention d'acheter une entreprise, plutôt que de racheter les titres de l'entreprise qu'on ne pourra pas amortir mais déprécier. On peut éventuellement réfléchir à l'achat de ce fonds commercial pour pouvoir éventuellement faire une déduction ou de pouvoir pratiquer un amortissement. Et puis c'est aussi important pour nous en tant que collaborateurs et salariés d'expertise comptable. Et pour les experts comptables, c'est lorsqu'on fait l'examen de conformité fiscale, l'amortissement fait partie des 10 points de contrôle. Et donc, il faut qu'on soit à jour par rapport à ces dispositifs s'ils sont mis en place dans les entreprises qui nous demanderont un ECF. Voilà, pour l'amortissement des fonds commerciaux.
Autre point, alors là, ça concerne les indépendants. Donc, il y a certaines professions libérales qui ont été reconnues légalement à partir du 1er janvier 2018, qui ont été reconnues légalement en tant que profession de santé, donc c'est-à-dire les ostéopathes, les chiropracteurs, les naturopathes ou les hypnotiseurs encore, et qui, du fait qu'ils n'ont pas pu être reconnus légalement comme profession de santé, ne pouvaient pas cotiser à des régimes d'assurance vieillesse obligatoires. Et donc, ce qui a été mis, et ça c'est la loi de finances, l'article 108 de la loi de finances de la sécurité sociale, qui a permis en fait de rendre déductible du résultat que ce soit en BIC ou en BNC, et sans aucune limitation, le rachat des trimestres de retraite à partir du moment où ils sont faits entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026. Alors bien sûr, il faut justifier d'une activité antérieure au 1er juillet 2018 pour racheter les trimestres qui étaient manquants auparavant. Et donc, nous sommes dans l'attente d'un décret pour préciser les professions et les périodes concernées, avec une entrée en vigueur qui devrait être applicable depuis le 1er janvier de cette année. Ensuite, autre sujet qui fera sans doute l'objet d'un développement ou d'un webcafé particulier, c'est-à-dire la loi sur les indépendants. Donc c'est une loi qui va réformer le statut de l'entrepreneur individuel et qui devrait entrer en vigueur à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la publication de cette loi dite indépendant, et qui a fait déjà l'objet d'une première lecture le 26 octobre dernier et qui devrait être achevée au courant du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi indépendant? C'est que le statut des entrepreneurs serait, d'après leur nouveau régime, titulaire de plein droit et sans aucune déclaration d'une distinction de patrimoine entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Alors, le patrimoine professionnel est constitué des biens, des droits, des obligations et des sûretés qui sont utiles à l'activité ou à la pluralité d'activités professionnelles indépendantes, et d'un patrimoine personnel constitué des éléments du patrimoine non compris dans le patrimoine professionnel. Donc le patrimoine personnel serait tout ce qui ne concerne pas le patrimoine professionnel. Alors c'est aussi le constat d'un échec de l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permettait en fait de distinguer ce patrimoine par le biais d'une déclaration d'affectation du patrimoine. C'est un formalisme qui a été jugé complexe, et quand on voit le nombre d'EIRL, a priori 97 000 EIRL sont existantes, sur 3 millions d'indépendants, on a vu que l'objectif n'était pas forcément atteint. Et donc, on va pouvoir changer les entreprises indépendantes, enfin individuelles, et pouvoir les assimiler à des EURL grâce à cette loi indépendant. Et donc, ça sera une option pour l'assimilation à l'EURL qui va être possible. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets option pour les IS des entreprises individuelles. Ça ne veut pas dire que les entreprises individuelles vont pouvoir opter pour l'impôt sur les sociétés, c'est qu'elles vont pouvoir opter pour demander l'assimilation à l'EURL, et alors dans ce cadre-là, pouvoir opter à l'IS. Voilà donc ce grand projet de loi pour les indépendants. Alors, comment ça va marcher? Donc, le champ d'application de la mesure pourra se faire pour les catégories des BIC, des BNC ou des bénéfices agricoles, à partir du moment où ils relèvent du régime normal ou simplifié, donc à partir d'un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option, et ils devront exercer cette option selon des modalités qui seront à définir par décret. L'important, c'est les conséquences qui vont être attendues de cette option à l'assimilation à une URL. Parce qu'en effet, on va avoir, enfin bon, on parle encore au conditionnel, puisque la loi n'est pas encore votée, mais a priori, sans grande difficulté, on peut déjà s'attendre à ce que la cessation d'entreprise emporte finalement une cessation totale ou partielle des activités de l'entreprise, avec une taxation des bénéfices et des plus-values, ainsi que l'apport des biens du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'EURL ou de l'EARL. Et donc, si on a le maintien des règles applicables pour l'EIRL, on pourra faire l'application des fameux articles 151 septies et 151 septies B du Code général des impôts. Donc ça, c'est pour les aguerris en fait, de la fiscalité. Ce sont des dispositifs qui permettent des exonérations et des abattements
sur les plus-values de cessions qui sont réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou le 151 septies B, pardon, qui conduit à l'application d'un abattement de 10% par année de détention pour les plus-values à long terme et qui sont acquises au bout de 15 ans. L'option pour le régime de l'article 151 octies du Code général des impôts, c'est la mise en société, la transmission d'une entreprise avec un report des plus-values. Donc vous voyez, vous avez des dispositifs de faveur qui pourront être utilisés si on a l'option pour l'assimilation, enfin si on souscrit à cette option pour l'assimilation à une EURL, par exemple, des entreprises indépendantes, puisque ça sera considéré fiscalement comme une cessation d'entreprise. Alors, ça, c'est les conséquences. Donc, bien sûr, l'autre conséquence, c'est qu'on aura le transfert des biens vers le patrimoine professionnel, d'accord, selon un critère d'utilité qui sera légal, en fait, et non plus disparate par rapport à la déclaration d'affectation du patrimoine qu'on avait dans les EIRL. Et troisième point, alors là, bon, on parle de dividendes dans une entreprise URL, on verra, selon l'assimilation, parce que ça reste quand même des entreprises individuelles avec des indépendants. Donc il n'y a pas forcément une notion de dividende, mais pour dire que finalement, que ce soit de la rémunération ou du bénéfice, on paiera des charges sociales sur les bénéfices, enfin, lorsque les dividendes excèdent 10% des bénéfices nets de l'entreprise. Alors, si les entreprises qui existent aujourd'hui peuvent encore être faites en EIRL, lorsque cette loi sera promulguée, il ne sera plus possible de faire des EIRL. Alors après, ça sera à voir si les EIRL feront l'option pour l'assimilation ou non. Et donc, on aura les conséquences attendues par rapport à tout ça, avec cette possibilité de passer à l'option. Donc justement, on va en parler. Et donc, vous avez la première option, c'est d'abord l'assimilation à une URL, et cette option sera irrévocable. Et ensuite, vous avez, à travers cette option-là, de plein droit, l'option pour l'assujettissement à l'IS. Et donc, cette option sera validée entièrement parce que vous avez la possibilité de renoncer à cette option l'IS dans les 5 ans à compter de l'activation de l'option. Alors, quelles sont les conséquences par rapport à ça? Ben, finalement, on va avoir la rémunération du dirigeant qui pourra être déductible si on a fait l'option pour l'assujettissement à l'IS du résultat imposable. On pourra avoir un taux d'IS réduit à 15%. On pourra avoir les règles d'IS et les cotisations sociales qui seront calculées sur la rémunération prise du dirigeant. Et donc, on retrouvera un petit peu le fonctionnement d'une société normale par rapport à ça. Alors, ce dispositif devrait s'appliquer dès l'entrée en vigueur du futur article L526-22 du Code du commerce, qui sera applicable 3 mois après la publication au journal officiel de la loi en faveur de l'activité des indépendants. Alors, dans cette loi-là, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres modifications et qu'on fera spécialement peut-être un webcafé sur ce sujet-là. Et donc, les dispositions de la loi de finances seront applicables aussi lorsque cette loi indépendante sera promulguée. Voilà, donc ça, c'est un changement assez majeur pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs, en tout cas, les indépendants. Ensuite, un sujet un peu moins important, c'est-à-dire l'allongement des délais d'option et de renonciation pour un régime réel. Donc, le régime réel, donc ça concerne uniquement les micro-BIC, c'est-à-dire les toutes petites entreprises qui font moins de 72 600 € de chiffre d'affaires ou moins de 176 200 selon les activités, et qui veulent de plein droit, enfin qui veulent pas de plein droit, mais plutôt sur option, je dirais, avancer, être imposés au niveau réel de leur régime fiscal. Alors, pour faire simple, avant, quand vous étiez en micro-BIC, pour passer au régime réel, eh ben, il fallait le faire avant le 1er février, donc une option tout de suite un mois après dès le premier exercice, le premier mois, auquel cas après c'était trop tard pour passer en régime réel. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles règles et qui sont applicables dès le 1er janvier 2022, qui vous permettront de le faire lors du délai du dépôt de la déclaration 2042 d'impôt sur le revenu, qui se situe entre mai et juin, selon les départements où vous êtes. Et donc, ça sera aligné sur mai et juin chaque année pour faire une
déclaration, une option au régime réel. Ensuite, pour renoncer à un régime réel, en fait, l'ancienne règle, c'était aussi, alors là, ça concerne toutes les structures, enfin, les catégories plutôt, fiscales BIC, BNC ou bénéfices agricoles. Il était possible de renoncer à l'option au titre de l'année N+1 avant le 1er février N+1. Et donc, on n'avait qu'un mois finalement pour savoir si il fallait le faire ou pas. Et donc, les nouvelles règles permettent de le faire cette fois-ci en mai, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration 2031 SD. Alors, par exemple, vous avez un contribuable qui dispose de revenus BNC et qui souhaite renoncer à son option pour le régime réel, qui s'appelle la déclaration contrôlée. Et donc, au titre de ses revenus professionnels 2022, il devra y renoncer au plus tard le 18 mai 2022. Voilà. Allez, dernières mesures diverses par rapport à ça. Donc, on a en 2022 l'annonce de création de sites internet qui sont censés améliorer l'information et l'orientation des entrepreneurs, avec un site d'information sur www.entreprendre.service-public.fr, qui n'est pas encore accessible, hein, j'ai regardé hier soir. Le deuxième l'est, formalité.entreprise.gouv.fr. Donc là, vous pouvez immatriculer, faire des modifications ou cesser une activité ou déposer ses comptes à travers ce site. Et vous avez encore un dernier site qui n'est toujours pas non plus lui encore opérationnel, mais qui le seront tous en 2022. C'est le portailpro.gouv.fr qui regroupera les services proposés par les impôts, les douanes et les URSSAF. Deuxième point, c'est la TVA. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite encore, voilà, pour qu'on tienne un peu le délai. Alors, la TVA, là aussi, c'est une mise en conformité par rapport au droit européen, c'est-à-dire que pour les livraisons de biens, l'exigibilité se fait au moment de la livraison. Et la livraison a été changée, et ça va changer à partir du 1er janvier 2023, puisqu'on a eu une jurisprudence où il y avait un fournisseur qui n'a pas pu livrer son client. Le client avait payé un acompte. L'acompte a fait l'objet d'une déduction de TVA sur cet acompte, alors qu'il ne devait pas le faire. Donc l'administration fiscale a retoqué la TVA sur cet acompte, et puis on s'est rendu compte que dans la directive TVA, on a le droit au niveau européen de récupérer la TVA sur les acomptes, même pour les livraisons de biens. Et donc là, encore une fois, on fait une mise en conformité par rapport au droit européen de la déductibilité de la TVA. Et donc, ça va avoir un impact assez important pour les grandes entreprises avec des logiciels, avec leurs ERP, hein, les logiciels de gestion intégrés, et les coûts induits pour les entreprises qui devraient être donc un enjeu majeur. C'est pour ça que ce changement va être seulement en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour laisser l'année 2022 les entreprises qui pourront s'adapter à cette modification. Alors, qu'en est-il? En fait, la règle, ça va être quoi? Ça veut dire qu'à partir de 2023, vous pouvez récupérer la TVA au moment de la livraison, sauf en cas de versement préalable d'un acompte. Au niveau de l'acompte, vous devrez, si vous êtes acquéreur, donc vous pourrez déduire la TVA sur l'acompte, et ceux qui font des ventes devront tout de suite déclarer la TVA sur l'acompte, alors qu'avant, on ne le faisait que au moment de la livraison de biens total. Et donc, pour les prestations de services, il n'y a pas de changement, c'est l'encaissement du prix ou des acomptes, sauf option pour les débits. Voilà. Alors, changement qui va être assez important suite à une décision du Conseil de la Cour d'appel administrative de Nantes du 28 mai dernier, quoi. Autre point, c'est la DEB. Alors, l'ancienne DEB a été, je dirais, splittée en deux états. Alors, vous avez l'état récapitulatif des clients, qui est prévu par l'article 289, et qui, lui, va être obligatoire de nouveau de faire. Hein. Ce n'est pas parce que l'ancienne DEB a changé qu'il ne faut plus en faire. Il va falloir en faire, mais ça va être fait pour le calcul et la gestion de la TVA intracommunautaire pour les clients. Donc ça, c'est un premier point. Et vous avez encore une autre déclaration, c'est la déclaration statistique périodique qui a été faite pour les besoins de connaissances en matière d'établissement du chiffre d'affaires du commerce extérieur. Et donc, ces deux déclarations devront être faites. Alors, la première de manière systématique par tout le monde, et la deuxième selon un échantillon qui peut être amené à être modifié et que les entreprises devront remplir
afin de remplir les enquêtes statistiques. Et ça sera applicable, bien sûr, au 1er janvier 2022, mais pour la DEB de février qui concernera le mois de janvier. Voilà. Alors, avec un rappel important, c'est que depuis le 1er janvier 2020, l'établissement de la DEB est une condition de l'exonération des livraisons intracommunautaires des biens. Donc, très important de toujours bien faire ces DEB, puisque ça peut remettre en question l'autoliquidation sur les livraisons intracommunautaires. Autre point, alors ça c'est une loi de finances de 2020 qui est applicable à partir du 1er janvier 2022. Alors c'est le moment de le rappeler aussi. Donc le régime antérieur pour les importations que vous pouviez avoir avec des clients étrangers, c'était que la TVA était déductible au moment du dédouanement, c'est-à-dire lors du passage en douane. Et donc vous aviez sous condition une option possible de faire une autoliquidation de la TVA d'importation sur la déclaration de TVA. Depuis le 1er janvier 2022, c'est l'autoliquidation de la TVA à l'importation qui s'applique à tous les redevables réalisant des importations en France. Et donc, pour cela, il faut que vous devriez faire attention, en fait, de disposer d'un numéro de TVA intracommunautaire français. Les assujettis non établis dans l'Union européenne devront désigner préalablement un représentant fiscal français afin que ce dernier dépose la demande d'immatriculation à la TVA en leur nom et être soumis au régime réel normal d'imposition, donc dépôt mensuel ou trimestriel des déclarations de TVA. Et donc les assujettis qui bénéficient actuellement du régime simplifié d'imposition devront opter pour le régime réel normal s'ils réalisent des opérations d'importation à compter du 1er janvier 2022 pour pouvoir faire l'autoliquidation. Alors justement, par rapport aux représentants fiscaux, donc parce qu'il faut avoir un numéro de TVA intracommunautaire en France, pour les clients étrangers, donc il faut se faire représenter fiscalement. Il y a de nouvelles exigences par rapport à des nouvelles conditions d'accréditation qui ont été mises en place pour les représentants fiscaux pour davantage contrôler dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale qui est favorisée notamment par le développement du commerce électronique. Et donc, ils devront suivre des conditions d'accréditation plus spécifiques, en vérifiant notamment la moralité, avec pas d'infraction grave ou répétée des dispositions fiscales, pas de condamnation pour insuffisance d'actifs ou d'interdiction de gérer, avec des moyens qui permettent d'organiser administrativement et les moyens humains et matériels pour faire la représentation fiscale, et avec des conditions de solvabilité financière qui resteront toutes à définir. Voilà. Donc, à défaut de désignation, la TVA et les pénalités afférentes sont dues par le destinataire de l'opération imposable. Donc, attention à avoir des représentants fiscaux mais ça ne devrait pas être votre cas. Si vous êtes en France, vous n'avez pas besoin de ça. Allez, on termine avec le dernier point, et non des moindres, c'est les prorogations de dispositifs de faveur pour les transmissions des entreprises, ce qui nous permet un peu de les revoir et de se les remémorer. Donc, vous avez l'augmentation des plafonds d'exonération des plus-values concernant le fameux article 238 quindecies du Code général des impôts. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article qui date déjà de 2005, en fait? C'est celui qui vous permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, ainsi que les prélèvements sociaux, donc les 17,20%, les plus-values à court terme et à long terme sur la vente de vos actifs professionnels, hors immobilier professionnel, bien sûr, lorsque vous faites une cession d'entreprise individuelle, notamment de fonds de commerce ou d'une branche complète d'activité. Et donc, vous aviez une exonération totale jusqu'à 300 000 €, et à partir du 1er janvier 2022, ce seuil a été enfin augmenté à 500 000 €, puisqu'il n'avait plus été touché depuis 2005 ou 2006. Et donc, pour une exonération partielle, vous avez un seuil qui passe maintenant de 500 à 1 million pour avoir une exonération partielle de votre cession, éventuellement du fonds de commerce ou une branche complète d'activité. Alors, il y a aussi une modification que je ne vais pas vous lire directement, mais qui reste à définir et à préciser, parce que finalement, avec cette nouvelle définition ou prise en compte des valeurs qui sont transmises, si vous cédez un fonds de commerce, il serait plutôt suggéré, a priori, et ça on attend des confirmations pour l'année à venir, que finalement il faille retenir aussi tout ce que vous vendez au futur acquéreur. C'est-à-dire non pas seulement le fonds de commerce, mais si vous lui vendez du stock, il faudra aussi le prendre en compte, ou les éventuels immeubles transmis dans les nouveaux seuils. Donc on a augmenté les seuils, mais de l'autre côté on a changé les règles de calcul
de modalités d'application des valeurs des actifs transmis. Et donc, ça restera à éclaircir. Autre sujet, c'est l'article, alors encore un nom barbare, mais bon, 150.0 déter du Code général des impôts, qui proroge l'abattement fixe de 500 000 euros. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article? Il vous permet en fait d'exonérer les plus-values de cession de valeurs mobilières des droits sociaux, enfin d'exonérer, d'appliquer un abattement de 500 000 euros sur la plus-value pour les dirigeants de PME qui sont soumis à l'IS et qui partent à la retraite, et donc qui peuvent avoir au niveau uniquement de l'impôt sur le revenu, prélèvement forfaitaire ou barème progressif de l'impôt sur le revenu, cet abattement de 500 000 euros. En revanche, il ne s'applique pas sur le calcul des prélèvements sociaux qui restent dus sur leur montant brut, c'est-à-dire les 17,20% sont imposables. Alors ce dispositif est prorogé de 2 ans et il est soit applicable aux cessions réalisées, donc il est applicable jusqu'au 31 décembre 2024. Et dans un cas très particulier, le délai de 2 ans, parce que quand vous faites la cessation de vos fonctions, vous avez 2 ans pour faire la cession de vos titres et pouvoir alors appliquer les 500 000 euros. Et on a vu que, enfin, le législateur s'est dit que en cette période de crise sanitaire qui a commencé en 2020, il n'était peut-être pas facile de trouver forcément un acquéreur lorsqu'on avait cessé ses fonctions. Donc, il faut respecter cette double condition, c'est-à-dire avoir fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, donc ça c'est la première des choses, et commencer par cesser ses fonctions, et donc après, enfin, que le départ en retraite précède la cession. Et donc vous êtes parti en retraite, vous avez cessé vos fonctions, et vous devez avoir fait la cession, non pas dans les 2 ans, mais dans les 3 ans, pour que finalement l'abattement fixe de 500 000 euros puisse continuer à être applicable dans le cadre de cet article 150.0 déter. Voilà. Donc ça, c'est une mesure temporaire pour faciliter les choses et la transmission suite à cette période sanitaire. On arrive bientôt au bout, puisqu'on a le même cas de figure. Alors, on a aussi un autre cas de figure avec le 150.0 déter, c'est-à-dire que là, vous avez un départ à la retraite, vous avez les 36 mois, donc avec les droits à la retraite qui sont demandés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et vous avez donc une cession qui est faite au bout des 36 mois, et en principe, vous avez encore 24 mois pour arrêter ou cesser vos fonctions. La question était de savoir si on a aussi encore 12 mois par rapport à ça pour le faire ou pas. Ça sera l'avenir qui nous le dira, puisqu'il y aura des questions qui seront amenées à être posées dans ces cas de figure. Pour l'instant, on ne le sait pas. Dernier cas, c'est celui-là que je voulais dire. Donc ça, c'est maintenant l'article 151 septies A du Code général des impôts qui, lui, permet de faire une exonération de l'impôt sur le revenu uniquement, une exonération des plus-values à court terme et à long terme, à l'exception des immeubles, lorsque le dirigeant d'une entreprise part à la retraite. Et là, c'est le même topo. Lorsque la cessation des fonctions a précédé la cession et qu'il y a un départ en retraite qui a été demandé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, vous avez non pas 2 ans pour céder, mais vous avez 36 mois pour pouvoir bénéficier des faveurs du dispositif de l'article 151 septies, que je répète, c'est l'exonération de l'impôt sur le revenu, l'exonération des plus-values à court terme et à long terme, à l'exception des immeubles, et ça ne vise malheureusement pas les prélèvements sociaux. Voilà, donc ça, c'est un dispositif qui a été aménagé temporairement pour la loi de finances, et donc on tient compte de la crise sanitaire, encore une fois, par rapport à ça. Voilà, j'arrive enfin au bout. Alors j'étais un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Vous pouvez toujours les mettre dans le chat ou me les poser ultérieurement. N'hésitez pas par rapport à ça, que ce soit en interne ou en externe. Je ne vois pas de questions non plus par rapport à ça. Je vous rappelle que j'ai mis dans le fil de la conversation notre questionnaire de satisfaction pour savoir si vous voulez qu'on traite d'autres sujets ou si vous avez des recommandations à nous apporter pour améliorer nos webinaires. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois toujours pas, je ne vais pas vous retarder plus longtemps et je vais vous souhaiter encore une bonne après-midi. Merci de nous avoir suivis. Ce webcafé a été enregistré, il sera disponible en replay à partir de demain au plus tard sur la page YouTube du cabinet Sécal
ou sur nos réseaux sociaux, la page LinkedIn notamment. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Bonne fin de journée encore. Au revoir.